Je vais aborder le domaine de la prévention du suicide, alors peut-être à plusieurs titres. D'abord parce que dans la région où je suis, il y a eu beaucoup de projets, enfin un certain nombre de projets qui ont été mis en incubation, comme on disait ce matin, notamment par Guillaume Veva. Vous avez entendu parler du projet Vigilance, et je reviendrai un petit peu dessus. Également le Papageno par Charles-Édouard Notre-Dame. Il y a une préoccupation, comme dans d'autres centres en France. Il y a les gens d'Angers ici, dans lequel il y a aussi une tradition. En Bretagne avec Walter. Mais vous voyez que c'est une préoccupation pour tout le monde, mais ça n'a pas été une préoccupation au titre de développer des structures pour la psychiatrie. La psychiatrie existe depuis 200 ans. Le suicide, bien sûr, préoccupe, mais il n'y a pas eu de dispositif véritablement mis en place parce que tout ça pour beaucoup de raisons, même si le suicide est connu depuis très longtemps, comme geste, comme acte, il a été traité très différemment, que ce soit par l'Église, etc. Mais ça reste quelque chose pour lequel il y a beaucoup d'idées préconçues, de croyances, d'idées fausses qui, on le voit même pour la profession, a empêché de développer pas mal de choses. Et le retard dont parlait M. Mariotti tout à l'heure est probablement dû à ça. C'est pour ça que le domaine de la prévention du suicide est un domaine extrêmement intéressant, bien sûr, pour faire diminuer le nombre de suicides, de la suicidalité et de la souffrance qui est associée, mais aussi c'est tout à fait exemplaire et un cas d'école pour ce qu'on peut développer dans le champ de la prévention pour l'ensemble des problèmes de santé mentale et de psychiatrie, puisque vous allez voir, il y a pas mal de choses qui sont réunies. Il y a de la place pour une prévention, la prévention peut être efficace, on peut mesurer l'efficacité des outils de prévention, donc il y a quelque chose de tout à fait intéressant qui peut, alors, d'une part, se rapprocher de ce qui se fait aussi dans les autres disciplines médicales, et puis aussi amener et innover dans les conceptions autour de la santé mentale. Donc, chose tout à fait importante. Alors, les chiffres sont, alors c'est pas bien sûr spécifique à la France, les chiffres sont assez inquiétants. Alors c'est bien sûr, c'est autour de 10 000 morts, on verra un petit peu les données tout à l'heure, par an en France. Mais pour se donner, il y a toujours des façons de présenter les choses qui frappent et qui peuvent frapper les esprits. C'est vrai de se dire c'est un mort chaque heure, quelqu'un décède par suicide sur le territoire français, ou toutes les 4 minutes, il y a une tentative de suicide qui est réalisée sur le territoire français, montre l'ampleur du problème, hein, et qu'un certain nombre de recommandations, de publications internationales et nationales viennent le signaler, et que le suicide, au-delà d'être un problème de santé publique, parce que vous allez voir, ça a un coût aussi, tout ça, eh bien, c'est aussi un drame personnel et qui est systématiquement associé à une souffrance intense. Et vous voyez, les deux mains là, sur le rapport de la prévention du suicide montrent bien que dans le suicide, il est aussi question de rupture de liens et de la nécessité de remettre en place des liens. Et ça, c'est un point important et qui va déjà pour essayer de balayer une première idée fausse, c'est qu'on peut se suicider comme ça, presque dans la joie ou dans les idées. Peut-être c'est déjà arrivé, mais en tout cas, c'est les 10 000 décès en France, ça n'est pas ça. Alors, il faut que j'aille dans le bon sens. Voilà, non, c'est pas le bon. Voilà. Alors, il y a plusieurs. Maintenant, on a des chiffres. Et ça, c'est quand même aussi une donnée assez récente, en général pour la psychiatrie, mais aussi pour la suicidologie, comme on dit. La santé publique, l'épidémiologie a fait des progrès et nous permet maintenant d'avoir des données chiffrées, de se rendre compte de l'ampleur d'un phénomène, de son retentissement. Alors, et ça, c'est aussi peut-être dû à toutes ces idées fausses. On a même eu du mal jusqu'à compter le nombre de personnes décédées par suicide. Vous savez que dans certaines régions, dans certains pays, même on n'a pas de sépulture si on est déclaré décédé par suicide. Donc vous voyez que même les chiffres, la fiabilité des chiffres, alors ça évolue, mais ça reste un problème. Et que toujours maintenant, là on commence à avoir les chiffres, on va peut-être avoir les chiffres de 2014 maintenant, pour des raisons bien sûr méthodologiques, etc. Mais enfin c'est quand même un point important. Donc un peu plus de 10 000 décès par an. En tentative de suicide, c'est 200 000 TS par an. Je vous rappelle que ces chiffres-là, c'était les chiffres qu'on avait pour la mortalité sur les routes en France dans les années 70, avant que les mesures de prévention, la vitesse, la ceinture, l'alcool, etc., aient été mis en place. Et maintenant, vous savez qu'on est autour de 3 000 décès par an. Vous voyez, c'est 29 décès par jour pour 9 pour les AVP. Les AVP, c'est tout à fait intéressant parce qu'on montre comment des mesures de prévention ont pu réussir, montrer avec des objectifs chiffrés, à diminuer.
Le retentissement du suicide, il y a bien sûr le retentissement financier, le coût médico-économique. On sait qu'un suicide, ça coûte 350 000 € à la société, hein, de façon moyenne. Le retentissement, le fait de ne pas travailler, l'investissement qui avait été fait sur une personne dans ses études, dans son accompagnement au travail, etc. 350 000 € en moyenne, tout âge confondu. Et la simple tentative de suicide, pour parler comme ça, eh bien, c'est entre 5 à 15 000 € en fonction de l'équipement médical ou de la réponse médicale qui va être apportée à la tentative de suicide. Donc vous voyez un peu, si vous faites la multiplication, ce que coûte le suicide, multiplier tout ça par 10 000 rien que pour la maternité, 200 000 pour les 5 à 15 000, vous voyez que c'est quand même important. Et quand on regarde de l'autre côté, de la balance, l'argent qui est mis dans la prévention du suicide, ça se compte en peut-être le coût de 2 à 3 suicides, on va dire. Hein, donc c'est important. Et puis, il y a le coût, le retentissement que ça peut avoir au niveau individuel, sur les personnes. Quelqu'un qui se suicide, en moyenne, c'est 7 personnes impactées. Et quand on dit impacté, ça veut dire qu'il va en souffrir, qu'il va rechercher des soins, qu'il va avoir un retentissement en termes de difficultés, de dépression, de deuil, d'arrêt de travail, etc. C'est 26 personnes endeuillées. Et le deuil d'un suicide fait partie des deuils les plus difficiles à accomplir dans l'histoire d'un sujet, parce que tout de suite, va renvoyer à beaucoup d'idées de culpabilité, etc. Il y a également des données qui sont maintenant connues sur les facteurs associés ou les facteurs de risque du suicide. On sait, par exemple, que les décès par suicide, 90% des gens qui décèdent par suicide, avaient un trouble psychiatrique lors du suicide. Et parmi ces troubles psychiatriques, c'est la dépression qui arrive en premier lieu. Dans ces 90%, c'est 60% d'entre eux qui souffraient de dépression. Donc la dépression est quand même un des facteurs de risque les plus importants. Mais ce n'est pas un monopole. L'ensemble des maladies psychiatriques, bien sûr, doivent payer un lourd tribut au suicide. Vous voyez que trouble bipolaire, schizophrénie, c'est un patient sur 10, un patient sur 8 qui va décéder de suicide dans son évolution. Et puis, on parlait ce matin des comorbidités, la dépendance à l'alcool, multiplié par 22 le risque suicidaire. Il s'agit d'une mortalité évitable. La prévention, vous allez le voir, il y a un certain nombre de choses qui sont importantes et donc qui peut appeler à des stratégies de prévention, à des ressources et à des objectifs évaluables. Et après, donc, à partir de maintenant, là, je vais vous parler bien sûr des différents dispositifs qui ont pu être mis en place. Et puis je vous parlerai aussi au titre du Conseil national de santé mentale, puisqu'il existe dans le Conseil de santé mentale un groupe de travail autour de la prévention du suicide, groupe de travail qui est piloté par la DGS et qui l'objectif que s'est fixé de ce groupe de travail, c'est de proposer une stratégie ou des dispositifs qui permettent de mettre en place une réelle prévention du suicide sur le territoire français. Et je vais vous présenter un petit peu les grandes lignes. Et vous verrez que de façon transversale, c'est un mot qui a beaucoup été prononcé aussi, de façon transversale, cette prévention permet d'articuler les différentes personnes, différents professionnels, mais pas uniquement les professionnels, parce qu'il y a également le monde associatif qui est impliqué, dans ce but de prévenir le suicide. Alors, les facteurs de risque, on en connaît énormément. Et peut-être ce qui a mis le trouble dans les dispositifs de prévention, dans les plans d'action contre le suicide, c'est de ne pas avoir su hiérarchiser de ne pas avoir su choisir les facteurs de risque qui pouvaient être pertinents pour une action avec des résultats immédiats. Parce que vous voyez que des facteurs de risque, il y en a qu'on connaît depuis très longtemps, comme vous voyez en haut les facteurs sociaux, les crises économiques, l'isolement social. Ça, je vous renvoie aux travaux de Durkheim sur le suicide, la situation d'anomie qui peut voir augmenter, donc qui est un facteur de risque. Vous voyez qu'il y a des facteurs environnementaux, alors bien sûr également sociaux, mais l'accès aux moyens létaux, le discours médiatique autour du suicide, j'y reviendrai, le mauvais accès aux soins en santé mentale, et juste un détail là-dessus, mais on a un accès aux soins qui est d'autant plus important qu'on habite à côté d'un établissement. Plus on habite loin, moins l'accès aux soins est bon, et c'est exactement la même dynamique pour le risque suicidaire et la mortalité par suicide. Et puis, on connaît d'autres facteurs de risque qui ont à voir avec des facteurs prédisposants. Vous voyez, il y a de la génétique, de l'histoire familiale, de l'adversité précoce.
Il y a d'ailleurs à ce sujet-là un article qui vient de sortir dans Nature Public Health, qui est sorti en août, et qui reprend l'ensemble des études visant à voir les associations entre maltraitance infantile et toutes les maladies, y compris maladies pulmonaires, y compris cardiovasculaires, psychiatriques, etc. Et elle donne des résultats, cette étude est très intéressante, en odd ratio, c'est-à-dire en risque relatif. Et on voit que la maltraitance infantile va augmenter le risque de développer maladies cardiovasculaires, métaboliques, pulmonaires, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'augmentation de l'odd ratio, donc du risque relatif. Pour les maladies cardiovasculaires, on est de l'ordre de 3 à 4, ce qui est déjà pas mal, hein, considérable. Les problèmes psychiatriques, on monte à des odd ratios qui sont autour de 8. Et pour tout ce qui est violence, violence sexuelle, violence auto-infligée, scarification, automutilation et suicide, là, on est des odd ratios qui peuvent atteindre 20, donc là, qui deviennent extrêmement significatifs. Donc ça, c'est intéressant, parce que c'est des données issues de la santé publique, hein, et puis qui peuvent avoir aussi leur implication dans le champ des neurosciences, mais qui permettent de réactualiser les modèles et puis de réactualiser peut-être aussi les politiques de prévention. Et puis, vous voyez qu'il y a des facteurs qui sont proximaux, précipitants. Hein, en rouge, étant, vous ne lisez peut-être pas très bien, mais c'est le suicide. Et puis ici, vous avez la crise suicidaire, le comportement suicidaire, et des facteurs qui sont directement mis en place sur la désinhibition, tout ce qui va précéder la crise suicidaire et qui est juste avant le suicide. Et il est important de comprendre qu'une mesure de prévention qui vise à pouvoir diminuer le suicide, la mortalité par suicide, eh bien, dans un premier temps, doit s'intéresser à ce qui se passe dans ce moment-là et à proposer des dispositifs qui permettent d'arrêter, de stopper et de proposer des ressources à ce niveau-là, de façon à faire diminuer le suicide. Ce qui n'empêche pas après de travailler sur les autres facteurs de risque qui sont plus distants, qui vont intervenir plus dans le champ de la santé mentale. Mais c'est vrai que vous avez vu, peu spécifique. C'est pas si on va bien sûr, c'est important de travailler sur la maltraitance infantile, mais vous voyez qu'il y aura probablement des répercussions en termes de cardiologie, santé globale, etc., et pas exclusivement sur le suicide. En tout cas, l'impact sera dilué. Alors comment on peut travailler? Et c'est là qu'on a parlé de la place, l'identité des psychiatres, et là, c'est quelque chose qui est reconnu partout, c'est la place du psychiatre, elle est essentielle dans la prévention du suicide. Si la prévention du suicide est l'affaire de tous, il y a besoin d'une concertation, d'une coordination, d'une orchestration, d'une identification du risque et des facteurs, et là la place du psychiatre elle est importante. Et vous voyez que la prévention va se situer à différents niveaux. Ça va être bien sûr éviter que celui-là, en haut, véritablement, se suicide, parce que lui, il va mourir de suicide. Donc là, c'est très vite, c'est dans les heures qui précèdent, dans les jours qui précèdent ou les semaines qui précèdent. Et là, il y a des préventions, modalités de prévention. En dessous, ce qui vous est représenté, c'est la tentative de suicide. Des mesures de prévention de tentative de suicide, bien aussi, vont s'adresser à un public ciblé. Et en bas, et vous voyez que on représente les gens qui peuvent avoir des idéations suicidaires. Les idéations suicidaires peuvent être plus ou moins fortes, plus ou moins intenses. Elles peuvent être passagères, inquiétantes pour le sujet qui les vit, ou bien devenir quelque chose que le sujet va appeler, qui va même les rassurer ou les conforter dans l'idée qu'il y a enfin une solution à leurs problèmes ou à leurs souffrances. Et bien sûr, comprenez que le degré est tout à fait différent. On considère que pour 80 personnes qui ont des idées suicidaires, 10 vont faire une tentative de suicide et 1 va mourir. Vous voyez on voit comment peut se structurer et s'organiser la prévention du suicide. Une prévention qui visera à éviter la tentative de suicide chez ceux-là, à éviter la récidive d'une tentative de suicide chez ceux-ci pour éviter qu'ils ne meurent. Vous voyez qu'il y a différents niveaux qu'on peut bien sûr structurer. Alors, si on regarde la littérature scientifique, si on regarde ce qui s'est fait ailleurs, dans le monde, ou même en France, eh ben, il y a des données maintenant qui sont tout à fait solides, qui sont probantes, montrant l'efficacité. La restriction de l'accès aux moyens létals, ça c'est quelque chose qui est tout à fait efficace. Enlever l'arme à feu lorsqu'il y a un risque de suicide, mais aussi empêcher l'accès à ce qu'on appelle des hotspots de suicide, c'est-à-dire des ponts où on va se suicider, des lignes de chemin de fer, ou tout ça, de limiter l'accès, eh bien, ça limite la suicidalité. Ça paraît même, c'est contre-intuitif, parce qu'on se dit, de toute façon, s'il ne va pas se jeter d'un pont, il fera autre chose. Eh bien non, justement, il ne fait pas autre chose. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui se mettent en place. Donc limiter l'accès est un point important.
maintenir le contact avec une personne à risque. Je vous ai dit tout à l'heure l'importance du lien et de la qualité d'un lien avec une personne qui est à risque suicidaire est important. Et donc maintenir le lien avec quelqu'un qu'on connaît, qui fait partie de ces populations, soit avec idées suicidaires ou risques suicidaires, c'est essentiel. Ça va être la base d'un certain nombre, notamment Vigilance, c'est vraiment basé sur ce principe. Et puis, organiser des soins autour d'interventions efficaces permettant cette continuité effective des soins après une tentative de suicide. Ça, c'est vraiment le rationnel de Vigilance. Autre stratégie qui a fait preuve de son efficacité, c'est la mise en œuvre de lignes d'appel, qui peuvent être des lignes d'appel d'urgence, avec intervention ou pas intervention. Enfin, là, il y a des déclinaisons un petit peu différentes, j'y reviendrai. Et puis surtout des déclinaisons locales, parce que si vous avez une ligne d'appel, et par exemple, on a dans nos réunions, on a nos collègues de Martinique qui viennent et qui téléphonent à SOS Amitié, qui se retrouvent sur un standard en France métropolitaine, avec des propositions de ressources qui sont métropolitaines. Enfin, il y a aussi une adaptation au terrain qui est essentielle. La formation des professionnels, et en particulier des médecins généralistes. Et pourquoi les médecins généralistes? Parce que vous avez vu que 60% des 90%, c'est un problème de dépression. Qui rencontre les dépressions? Ce sont les médecins généralistes essentiellement. Alors, dans la vie d'un médecin généraliste, un médecin généraliste français isolé, tout ça, l'événement suicide, décès par suicide, est un événement relativement rare pour chaque médecin, puisqu'il y en a quand même beaucoup de médecins, 50 000 à peu près, et puis vous avez vu 10 000. Donc finalement, c'est un événement assez rare. Mais il faut savoir repérer le risque suicidaire, il faut avoir une formation pour ça, parce que c'est aussi là que ça va marcher. Et on sait que chez les gens qui décèdent de suicide, pour la majorité d'entre eux, il y a eu une consultation médicale, il y a eu un accès aux soins, en tout cas un lien avec un professionnel de santé dans les 15 jours qui ont précédé l'acte. Donc c'est tout à fait important. Et puis aussi des campagnes locales d'information, mais locales, et puis d'information autour de toutes les idées fausses, les croyances autour du suicide. Alors le Haut Conseil de santé publique a fait une évaluation des actions de prévention qui ont pu être menées en France jusqu'à maintenant. Vous savez, il y a eu un plan national d'action contre le suicide, 2011-2015, qui est terminé il n'y a pas très longtemps. Et en fait, le bilan est assez intéressant et permet peut-être, si on refait quelque chose, d'éviter finalement de tomber sur les mêmes écueils. Le plan d'action, il n'y avait pas d'objectif chiffré. D'objectif chiffré en disant on peut réduire avec quelque chose qui soit volontariste, en disant aujourd'hui, il y a autant de nombre de suicides. Notre objectif, c'est de diminuer de 10 à 20%. L'OMS s'est fixé comme objectif de diminuer de 10% le nombre des suicides au niveau du monde en développant un certain nombre de campagnes. Des actions qui n'ont pas suffisamment impliqué les premières lignes. Les premières lignes, c'est les médecins généralistes, c'est par exemple les campagnes qui ont été faites dans les prisons, ce sont les gradés des prisons qui ont été formés au repérage suicidaire, alors que le quotidien, ce n'est pas les gradés des prisons, c'est le surveillant de base. Et peut-être là, ça a été une difficulté. Ça, c'est plutôt anecdotique, mais enfin, ça illustre bien. Pas de programme spécifique de prévention du suicide, c'est-à-dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va travailler sur les facteurs de risque, sur les conditions de travail en entreprise. C'est très bien, je crois qu'il faut le faire, mais ce n'est pas ça qui va diminuer dans l'immédiat la problématique suicidaire et la suicidalité en France. Les initiatives existent, mais elles sont dispersées, elles sont mal connues. Il n'y a pas de... Je veux dire, Guillaume Veva, par exemple, que je connais bien, puisqu'on est de la même ville, ça fait plus de 20 ans qu'il travaille sur la problématique du suicide. Et il faut batailler pour faire connaître, il faut publier, etc. Donc c'est quand même un travail important. Et pour arriver à se faire connaître, ou à faire connaître des choses qui peuvent être parfois évidentes, c'est assez embêtant. Et puis, il y a aussi pas mal de bénévoles qui travaillent dans ce domaine, de façon isolée, et surtout dans la méconnaissance, et aussi où ils conservent des idées fausses, des croyances sur la problématique du suicide. Je pourrais y revenir tout à l'heure. Absence de moyens financiers dédiés, enfin ça on le met toujours à la fin de chaque bilan. Et puis, et ça c'est vraiment très important, la gouvernance d'une politique d'action, eh bien il faut qu'elle soit concerté. Ça fait intervenir des gens très différents, et on le voit à travers les travaux vers le Conseil national de santé mentale, où bien sûr le groupe est piloté par la DGS, mais on voit qu'il y a des moyens, il y a aussi la DGOS qui doit être impliquée, parce qu'il y a le 15, il y a les structures hospitalières, etc. Et on voit la difficulté à pouvoir concerter les choses. Donc il faut que ce soit une volonté politique de concerter les choses. Et puis là aussi, et ça a été
le côté, ça c'est le côté concerté, c'est au niveau concerté global, au niveau national. Et puis il y a la déclinaison sur les régions, avec des ARS qui ne se sont pas sentis suffisamment concernés ou impliqués, ou n'ont pas su développer, déployer sur leur territoire quelque chose qui ne semblait pas adapté à l'organisation de leur région. Et ça aussi, c'est important de tenir compte du terrain dans le déploiement d'une stratégie nationale. Alors voilà. Donc, et les recommandations, pour terminer sur le Haut Comité de santé publique, donc le rapport est sorti, c'était en 2016, 2015 ou 2016. Et donc les recommandations finales sont celles-ci. Il faut promouvoir un double objectif, prévention visant la réduction du nombre de suicides, objectif chiffré, le suivi des personnes suicidantes, cibler les personnes plus à risque et pas diluer quelque chose sur l'ensemble de la population, fixer des objectifs de réduction du nombre de suicides en les déclinant en fonction des contextes régionaux et des catégories arrêts, intégrer la formation des professionnels, les lignes d'écoute téléphoniques, donc former aussi les écoutants, et notamment les écoutants bénévoles ou professionnels, et alors mettre en place une ligne suicide info service. Alors c'est voilà un petit peu le travail n'est pas terminé du groupe de travail, mais enfin je vous en présente les grandes lignes. En fait, l'idée c'est de développer un kit de prévention du suicide qui pourra être déployé sur les ARS et surtout accepté et acceptable dans une politique locale de stratégie de prévention du suicide. Donc on considère que c'est là, en tenant compte des recommandations du Haut Comité de santé publique, on est dans un nouveau paradigme, puisque ce sont des actions qui vont être concertées, qui vont être combinées entre elles avec des personnes qui peuvent se retrouver aussi dans plusieurs niveaux de prévention et territorialisées, avec la formation au repérage, c'est la formation aux médecins généralistes, je vais revenir un petit peu sur chacun, la prévention de la contagion suicidaire, phénomène que vous connaissez, dans une entreprise, quelqu'un se suicide, dans un lycée, quelqu'un se suicide, et il faut faire très attention, dans la semaine qui suit, il y a un risque très important qu'il y en ait un second. Le recontact des suicidants, ça c'est l'équivalent du dispositif vigilance, le numéro unique et ligne d'appel d'urgence et l'information au public. Donc voilà le kit tel qu'il est, et donc il y a un réel travail d'élaboration, d'échange aussi avec les terrains, avec les ARS, pour qu'il puisse y avoir un aller-retour sur les propositions. Et ça, c'est un travail qui est mené en ce moment. Alors là, je vais terminer par décliner ces grandes lignes, les briques finalement du kit. Alors le premier, le maintien, je pense que celui-là, vous le connaissez, en tout cas vous avez dû en entendre parler, le maintien du contact avec les suicidants. Donc c'est... j'ai cité comme exemple Vigilance, mais il y a d'autres initiatives en France autour du recontact. Ce n'est pas la seule. C'est parce qu'actuellement, Vigilance s'est déployé sur l'ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais et il est actuellement en expérimentation sur plusieurs régions en France, expérimentation qui est menée par Santé publique France. Donc c'est pour ça qu'il y a tout ça. Mais et en fonction des régions, en fonction des historiques et des organisations locales, il y a d'autres dispositifs. Et là, on ne le voit pas, mais le rationnel, c'est 50% des suicidants quittent les urgences quelques heures après les heures d'admission et 90% dans la semaine. Or, le plus fort facteur de risque de commettre un suicide et de décéder par suicide, c'est d'avoir un antécédent de tentative de suicide. C'est ce qui est le plus fort. C'est-à-dire, dans n'importe où, que ce soit dans les maternités, dans les prisons, dans les lieux, tout ça, simplement demander s'il y a des antécédents de suicide permet d'identifier là une population à risque. Et donc là, c'est maintenir le lien. Parce que très souvent, une tentative de suicide, la personne va en réanimation, elle sort, la famille vient le chercher, et puis il y a le père de famille, quand c'est une adolescente, qui dit « bon, on n'en parle plus ». Donc tout ça pour rien, en gros. Quand on dit on n'en parle plus, ça veut dire tout ça pour rien. Et donc l'idée du recontact, de maintenir un lien, c'est de dire il s'est passé quelque chose, il y a eu une détresse, tout ça, et voilà, on reste en lien et puis on voit comment les choses évoluent. C'est un petit peu la clinique de la sollicitude, on parle d'éthique, philosophie de la sollicitude, mais c'est tout à fait important et ça permet d'abord d'être concerné, de proposer des ressources sans être intrusif, c'est dire surtout on reste en lien, on reste en contact. C'est quelque chose qui est tout à fait apprécié. Et là, je peux en parler sans difficulté parce que c'est évalué, ça fait partie des données qui sont considérées comme probantes. Et donc, après la sortie, donc c'est un passage en hôpital pour une tentative de suicide, et après la sortie, on donne sous forme de
contact internet, téléphonique, carte postale, SMS, peu importe, hein, les supports sont variés, peuvent même varier selon les âges ou les orientations, eh bien, des ressources pour s'assurer d'une continuité des soins, de rappeler, de recontacter, et ça c'est bien sûr important. Donc vous voyez qu'il y a une littérature, hein, c'est Motto, hein, le précurseur des lettres personnalisées, mais ça s'est développé un petit peu partout, et donc vigilance en France est important. Donc les résultats nationaux seront publiés, enfin vont sortir en 2019. Hein, l'évolution est en cours. Je peux vous dire que les résultats sur la région Nord-Pas-de-Calais sont tout à fait considérables, puisqu'il y a une diminution dans les centres dans lesquels la pénétrance du dispositif vigilance est importante, qui est de l'ordre de 20%. Et pour ça, je vous montrais un petit peu les chiffres. Hein. L'objectif du programme Vigilance, c'est un objectif chiffré. Donc vous voyez qu'on peut mener une politique de prévention en la chiffrant et en pouvant s'ajuster. Et vous voyez les chiffres, alors les chiffres en bleu, c'est la mortalité par suicide chez les hommes, et en jaune, orange chez les femmes. Celui de la barre à gauche, la plus haute, c'est le Nord-Pas-de-Calais. Et à côté, c'est la moyenne nationale. Donc vous voyez que le Nord-Pas-de-Calais est au-dessus de la moyenne nationale. Et qu'on voit, et ça c'est Guillaume, je ne vais pas vous en parler, c'est Guillaume Véva qui pourra vous en parler éventuellement, mais on voit une diminution tout à fait significative. En médecine, on a un indicateur qui s'appelle le nombre nécessaire de malades à traiter pour juger de l'efficacité d'un médicament. Là, le NNT, hein, du dispositif vigilance, il est entre 5 et 8, c'est-à-dire bien meilleur que peut-être la plupart des médicaments qui existent sur le marché pour quoi que ce soit. Hein. L'aspirine pour la prévention de l'AVC, c'est un NNT autour de 80, enfin entre 50 et 80 à peu près, pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'est important et ça permet d'orienter des dispositifs dans ce sens-là. Et donc l'objectif du programme Vigilance et de Guillaume Véva, c'est d'arriver à l'horizon 2020 avec d'abord qu'il n'y ait plus de différence entre Nord-Pas-de-Calais et reste de la France, et d'arriver à un taux de suicide aussi qui soit tout à fait important. Et vous pouvez calculer ce que ça représente, hein, le nombre de décès évités, puisqu'un décès c'est 350 000 €. Vous pouvez imaginer ce que ça peut représenter aussi et qui peut être tout à fait intéressant. Deuxième brique, la formation des professionnels de première ligne. Donc là, c'est de poursuivre. Il y a déjà eu tout un maillage, hein, de formations qui ont été mises en place sur le terrain. Formation Terra qui ont été, et Seguin du Canada et Terrain qui continuent, qui ont été développées. Il y a à peu près 15 000 personnes qui ont bénéficié de cette formation en France, donc c'est tout à fait intéressant. Et là, il y a une version rénovée qui poursuit, hein, surtout à l'initiative de Monique Seguin, et qui va être repris avec le parrainage du GEPS vers les médecins généralistes. Et pour innover, pour les médecins généralistes, c'est vrai que c'est pas facile de proposer une formation aux médecins généralistes. Les faire venir un soir pour un EPU, ça marche pas, c'est tout ça. Et là, l'idée, c'est de proposer, comme l'a fait l'industrie pharmaceutique, qui n'a pas que des mauvaises idées, hein, avec les délégués médicaux, eh bien, c'est de faire des visites médicales chez des médecins généralistes pour parler pendant 10 minutes de la prévention du suicide, de l'identification des risques, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant, enfin assez innovant aussi dans les modalités de formation au repérage du risque suicidaire. Troisième point, c'est la prévention de la contagion suicidaire, qui compte pour beaucoup sur le risque suicidaire et la suicidalité en France, puisqu'on sait, et ça c'est démontré, que la couverture médiatique du suicide est systématiquement associée à une augmentation du suicide. Il y a beaucoup de choses qui l'ont montré, ça a été montré de façon maintenant scientifique. Il y a bien sûr ce qu'on connaît, c'est 1772, la publication des souffrances du jeune Werther, qui a fait connaître Goethe, c'est vraiment l'ouvrage qui l'a fait connaître, on est au cœur du romantisme, et vous savez tous qu'à la fin, le jeune Werther se suicide d'une balle, et il y a eu une épidémie de suicide en Europe d'adolescents qui s'habillaient exactement comme le jeune Werther, avec son petit gilet moutarde, sa veste verte, et qui se tirait une balle également contre lui, à tel point que le livre a été interdit alors l'Église a voulu l'interdire, mais il a été interdit en Suisse, en Allemagne et au Danemark aussi, à cause de ce retentissement, de cette fièvre, hein, de suicide. Autre élément qui a donné lieu à pas mal de publications, en 1962, le suicide de Marilyn Monroe. Vous voyez, avec photo, on voit Marilyn Monroe nue. Là, ce qui est dit ici, c'est qu'elle avait la main sur le téléphone. Donc, vous voyez le côté hyper romantique, un peu comme la mort du jeune Werther, très glamour, on dirait maintenant. Et donc, les suicides ont augmenté en Grande-Bretagne de 10%, aux USA de 12%, et à Los Angeles, de 45%.
Donc ce qui est quand même assez intéressant. Et puis, dernier exemple aussi assez intéressant, c'est le suicide au charbon de bois, au barbecue, qui est une pratique, et c'est à Hong Kong que c'est apparu. Juste après leur passage de Hong Kong à la Chine, il y a eu un ou deux événements qui sont arrivés comme ça. Ça a commencé par une femme et puis un ingénieur aussi qui s'est suicidé en mettant du charbon de bois dans son appartement, en calfeutrant toutes les sorties, et il est mort. Et la description, le journaliste a dit, il avait des belles couleurs roses et il était souriant et vraiment, et ça a été transmis comme étant un moyen formidable de se suicider, totalement indolore, qui est quand même un frein pour se suicider, la douleur, etc. Et il y a eu une vague, une épidémie avec une multiplication de ce type, à tel point que le charbon de bois a été interdit, les barbecues ont été interdits à Hong Kong, uniquement barbecue électrique, etc., parce que ça a été tout à fait considérable. Donc vous voyez un peu le côté contagion médiatique qui est important, à tel point que l'OMS a réagi là-dessus, et dans la modalité de prévention de l'OMS, eh bien, la part des médias et la responsabilité des médias a été évoquée, avec la nécessité de travailler avec les professionnels des médias, et montrant que les démarches devaient être intégrées, et à proposer, vous voyez, un manuel pour la prévention du suicide destiné aux professionnels des médias, aux journalistes, etc., qui a été traduit en français, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, par l'équipe Papageno et la Fédération régionale des Hauts-de-France, qui est diffusé. Le problème, c'est que ça, c'est très bien, c'est de l'information, mais c'est totalement insuffisant. C'est-à-dire que même après diffusion, eh bien, les journalistes, par exemple, qui destinataires du message, ne se sentent pas concernés, ignorent l'impact et l'existence des recommandations. Et en plus, les journalistes sont ah mais nous on a notre éthique, c'est pas à vous de nous dicter comment il faut faire, etc. Mais en fait, les journalistes sont aussi très en demande de, par exemple, comment traiter. Il y a un suicide particulièrement horrible qui est là, et ça leur pose problème aussi. C'est difficile, même sur le plan émotionnel, personnel, de comment traiter, quels mots utiliser. Ils sont tout à fait mal à l'aise. Et donc, le programme Papageno, ça a été aussi de rencontrer les journalistes de presse écrite, de radio, de télévision, etc., de les rencontrer très tôt aussi, avec des actions menées dans les écoles de journalisme en France, et de voir comment il pouvait y avoir de façon collective quelque chose qui soit mené. Et là, il y a, quand c'est quelque chose de mené de façon collective, comme ça, il y a une motivation des journalistes ou des économistes de modifier, à tel point que maintenant, lorsqu'il y a une situation comme ça, un suicide particulièrement horrible, eh bien, très souvent, le groupe, les gens de Papageno reçoivent des appels, et c'est quotidien maintenant, téléphonique, des journalistes, voilà, il y a eu ça, qu'est-ce que je dois utiliser ? En fait, c'est pas de ne pas faire leur métier qui leur est demandé, bien sûr, il faut traiter l'actualité, il faut raconter les choses, mais ce qui est important, c'est d'abord, il y a des mots à ne pas utiliser, style suicide réussi, ou bien de glamouriser ou de romantiser un suicide, etc., qui pourrait bien sûr avoir cet effet du déchirant romantique attractif. Et donc de ne pas utiliser, pas dire un suicide réussi ou des choses comme ça, mais surtout de proposer dans l'article les ressources qui existent. Quelques mots d'information sur voilà, le suicide, c'est pas toujours, c'est souvent dans la souffrance, etc. Et il y a des possibilités de ressources, etc. Un petit peu dans la prévention des hotspots aussi, de donner un numéro de téléphone juste devant un pont qui est un lieu de suicide, un hotspot de suicide bien connu, et bien diminue aussi le nombre de suicides. Et cet effet-là, cet effet qui est, alors là, un effet vertueux, qui non seulement ne va pas dans le sens de la contagion, mais pas seulement l'arrêter, eh bien, il y a un effet qu'on appelle l'effet Papageno. Alors moi, je n'ai pas ma musique musicale comme mon prédécesseur, parce que je l'ai déjà fait à l'Encéphale avec Raphaël, où là, il y a des opéras. Vous savez qu'il y a l'opéra, il y a Werther de Massenet, et Papageno, c'est la flûte enchantée de Mozart. Et c'est vraiment deux illustrations, avec Werther, le déchirant romantique, et qui donne envie de partager cette émotion sublime et qui va jusqu'à la mort. Et puis Papageno, de l'autre côté, qui, vous savez, c'est mise en scène du suicide sur la scène de la flûte enchantée de Mozart. On voit la corde se délier. Papageno va se pendre parce qu'il a perdu sa papagena. Et puis il y a les petits lutins qui arrivent et qui lui disent mais non, Papagena, tu as les moyens en toi d'appeler Papagena. Rappelle-toi ta petite clochette magique. C'est vrai, et il agite sa petite clochette magique, et Papagena arrive, et donc il n'a plus du tout envie de se suicider. Et l'idée des ressources est tout à fait intéressante. Et donc, pour ça que désormais, on appelle
l'effet Papageno, à l'inverse de l'effet Werther de contagion du suicide. L'effet Papageno qu'on doit à Nieder Krotenthaler, qui est un psychiatre allemand, qui a beaucoup écrit, qui a démontré que les journalistes pouvaient sauver des vies dans un effet vertueux et non pas de contagion. Donc là, vous voyez, la prévention du suicide, ça demande aussi la transversalité, de travailler non seulement avec les établissements, avec les psychiatres, les médecins généralistes, mais aussi des gens qui ne sont pas des acteurs de soins a priori, mais là, c'est les journalistes. Et puis après, c'est au-delà des journalistes. Travailler sur les hotspots, c'est travailler par exemple avec la SNCF, c'est travailler avec les voies, enfin la direction de l'équipement. Les réseaux sociaux aussi sont là des problématiques sur les demandes. Lorsqu'on publie, vous avez peut-être entendu parler du Blue Whale Project, avec une incitation aux jeunes d'augmenter une escalade de conduite à risque jusqu'au suicide. Eh bien, l'arme la plus efficace contre ce qui s'est développé là, ça a été les réseaux sociaux, les jeunes, les geeks aussi, qui ont lancé une contre-offensive par le biais des réseaux sociaux pour diminuer. Alors que si on avait fait comme d'habitude en disant c'est un scandale, c'est honteux, c'est ce qui se passe, ça n'aurait fait qu'alimenter et jeter de l'huile sur le feu sur ce problème. Voilà. Et puis, donc ça c'était donc le programme Papageno fait partie de ce kit, et donc c'est un service rendu à l'ensemble des acteurs qui vont être préoccupés, ou des acteurs pas forcément de soins, qui vont être préoccupés par le suicide, les entreprises, l'éducation nationale, etc., la presse. Renforcer l'information du public, ça c'est aussi important, travailler sur les croyances avec la mise en place d'un portail national, et ça ce sera une action qui va être menée en lien avec Santé publique France, qui devrait porter le projet, qui permettra de partager des ressources. Mais des ressources, qu'est-ce que je fais moi qui habite à tel endroit, quels sont les dispositifs de recours qui existent autour de moi, ça c'est essentiel parce que c'est pas la règle actuellement. Et enfin, la mise en place d'un numéro d'urgence de prévention du suicide. Et ça, c'est véritablement sur quoi nous sommes en train de travailler actuellement, donc, parce que ça suscite des liens avec ce qui existe déjà, et notamment les lignes d'écoute, c'est les lignes de bénévoles ou bien d'associations dans lesquelles il y a des professionnels. Et on se rend compte à voir qu'il y a là aussi un malaise, une grande difficulté à faire face à des appels pour lesquels il y a quelqu'un qui dit là, j'ai pris des médicaments, je vais me suicider, qu'est-ce que je fais? Et on a interrogé aussi des lignes d'écoute en Europe, et on a tout et son contraire, en Europe et au Canada aussi, on a tout et son contraire. On a des endroits, des pays dans lesquels, oui, on écoute les gens, et puis jusqu'au bout, ils se suicident au téléphone, et puis d'autres où ils basculent, les Flamands par exemple, ils basculent directement sur l'équivalent du 15, envoyant des voitures et géolocalisant l'appel. En France, là, on travaille beaucoup sur le problème de la géolocalisation, qui va en conflit avec la notion d'anonymat pour SOS Amitié, par exemple, et l'idée, c'est de faire bouger aussi les mentalités sur la question de l'anonymat au moment où il y a un risque suicidaire et de pouvoir basculer. Et je pense que c'est quelque chose qui avance parce que, bien sûr, l'articulation des lignes d'écoute pour la détresse, etc., et puis l'intervention là où la régulation du 15 est bien sûr nécessaire, est un point important dans ce dispositif. Voilà, et je termine, c'est ma dernière slide. Donc l'idée... Donc il y a une prévention possible du suicide, il y a des données qui le montrent dans d'autres pays. On est assez en retard en France par rapport à d'autres pays où il y a eu la démonstration d'efficacité de prévention sur le suicide, dans des pays voisins en Europe. Donc, mais rien n'est... on peut toujours rattraper ce retard. Et là, on connaît ce qui est efficace, on sait pourquoi ça n'a pas marché jusqu'à maintenant, suite aux recommandations. Il est important de concerter des actions de prévention, qu'elles soient combinées et territorialisées. On y travaille, et là, c'est l'affaire de tous, établissement. Alors là, on n'est plus dans CHU, CHS, etc. Vous voyez que c'est très transversal, c'est quelque chose qui va à la société, mais dans laquelle chacun peut être intégré. Voilà, je vous remercie.